Bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à celles et ceux qui nous ont rejoints dans cette salle Erwin Gülner de l'Hôtel de Ville de Sceaux. Et bonjour à toutes celles et tous ceux qui sont en visio avec nous. On n'a pas peut-être encore suffisamment caractérisé l'impact de la présence de l'université sur la ville. Et d'ailleurs, un certain nombre de villes, finalement, pas très loin d'ici d'ailleurs, abandonnent facilement la présence de l'université sur leur territoire, sans d'ailleurs du tout avoir mesuré, ou en tout cas, ou l'avoir fait probablement de manière incomplète, l'impact de la présence de l'université sur la ville, et puis l'impact aussi du départ, finalement, des universités du territoire de la collectivité. Donc c'est une question, évidemment, qui va dans le droit fil de toutes les réflexions que nous avons déjà eues depuis maintenant 5 ans qu'existent ces entretiens de Sceaux, qui sont donc menés en partenariat d'abord avec la vallée scientifique de la Bièvre, et donc c'est la raison de la présence de Dominique Giry et de François Loscheider, et en liaison également avec l'Association des villes universitaires de France, la VUF, et je salue la présence de François Ariot, qui est son directeur général, voilà, qui est là. Donc les deux François, les deux François ont animé les entretiens de Sceaux depuis le début. Hein, donc voilà. Donc en tout cas, merci à toutes et à tous de votre présence et de votre engagement. Je passe tout de suite la parole, s'il le veut bien, à François Loscheider pour donc introduire notre rencontre. Merci Monsieur le maire. Bonjour à tous. Donc effectivement, avec François Ariot, on va animer nos entretiens, donc qui vont être conduits avec, je les cite et je les salue, Gérard Eudes, conseiller délégué au développement économique, à l'enseignement supérieur et à la recherche de la communauté d'agglomération de Paris-Vallée de la Marne, qui est avec nous en visio, avec Michel Heinrich, président de la communauté d'agglomération d'Épinal, également présent en visio sur l'écran, et avec Stéphane Laméry, vice-président stratégie, territoire et vie institutionnelle de l'Université de Lorraine, et puis enfin Monsieur Lorty, donc ici présent, économiste, professeur à l'Université Gustave Eiffel. Donc, comme ça a été dit par Philippe Laurent, notre thématique pour cette 10e session, c'est l'impact. On se souvient, dans une des premières sessions, Thierry Mandon avait dit que la relation ville-université entrait à l'âge adulte. Voilà, et cet âge adulte était aussi un âge où on devait peut-être avoir une relation plus professionnelle, plus organisée. Je crois qu'il avait aussi dit qu'un euro investi dans l'enseignement supérieur de la recherche, c'était 4 euros en retombée sur le territoire. Donc voilà, dans cette relation adulte, dans cette relation peut-être un peu plus quantifiée, un peu plus rationalisée, on va essayer de préciser ce que veut dire cet impact, quelles sont ces méthodes d'évaluation de l'impact, quelles sont les méthodologies mises en œuvre, sur quel périmètre elles se déploient, et on va aussi interroger la finalité de la mesure de l'impact d'une implantation universitaire sur son territoire, pour la collectivité, comme pour l'enseignement, comme pour l'établissement d'enseignement supérieur. Est-ce que c'est un outil d'aide à la décision? Monsieur le maire l'a évoqué. Est-ce que c'est aussi pour l'établissement, pour la collectivité, un outil pour justifier un certain nombre de politiques publiques en faveur des campus, en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche? Mais avant de mesurer l'impact, ou de voir comment mesurer l'impact, peut-être faut-il se rappeler ce qu'il est. Comment identifier cet impact, sur quoi il porte, comment on peut l'apprécier, comment il évolue dans le temps aussi. Et pour cela, on va solliciter donc tout de suite l'intervention de Michel Heinrich, président de l'agglomération d'Épinal aussi, qui a été maire d'Épinal pendant de très nombreuses années. Voilà, vous avez accompagné le développement des campus sur votre territoire. Pourquoi? Et comment vous appréciez leur retombée, leur impact, et comment vous l'avez vu aussi évoluer au fil du temps. Voilà, je vous passe la parole, M. Heinrich, pour une première intervention de 10 minutes environ, et puis on pourra échanger avec les participants. Bien, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, ravi de participer à cette réunion de la VUF. Je suis, comme vous l'avez dit, président de la communauté d'agglomération d'Épinal. La communauté d'agglomération d'Épinal, c'est un territoire de 78 communes, 112 000 habitants,
avec sur une très grande superficie, hein. Ça représente un tiers du département des Vosges, tant en superficie que en nombre de population. Alors, l'Agglo a la compétence universitaire depuis 2011. Auparavant, c'était la ville d'Épinal qui avait pris cette compétence. Alors, pour nous, la vie universitaire, les études supérieures, est un enjeu tout à fait majeur, dans la mesure où nous sommes dans un territoire qui a été fortement marqué par le paternalisme industriel. Et même si, après la crise textile, la majorité de nos entreprises textiles, même il existe néanmoins de beaux fleurons, mais la majorité de nos entreprises textiles ont disparu dans les années 70, euh, ce paternalisme marque encore fortement le territoire et il faut toujours se battre pour convaincre les bacheliers pour leur dire qu'ils doivent faire des études supérieures. Et en amenant à proximité une offre d'enseignement supérieur, on voit qu'on arrive à développer sensiblement euh, le nombre d'étudiants, donc de bacheliers qui s'engagent dans les études supérieures. Donc au départ, quand nous avons démarré, donc mon prédécesseur Philippe Séguin, moi ensuite, ce que nous avons fait, on s'est d'abord battu pour avoir une offre assez large, on a 77 formations, toujours en assez bonne relation avec l'université, même si ce n'était pas toujours évident et que parfois il fallait convaincre. À l'inverse d'aujourd'hui, où nous avons plutôt un dialogue, surtout depuis la fusion de l'université de Lorraine, nous avons un dialogue qui ne cesse de s'améliorer et maintenant une volonté politique affichée de l'université de développer des sites universitaires comme le nôtre. Donc, premier objectif, ça a été de faire en sorte qu'un le plus grand nombre de bacheliers accèdent aux études supérieures. Et pour cela, la proximité nous paraissait indispensable. Pour cela, nous avons pris en charge au départ le logement, bien sûr, mais également la restauration universitaire durant des années. Et ça fait maintenant une dizaine d'années qu'elle a été reprise par le Crous et nous continuons à contribuer à hauteur de 150 000 euros pour assurer son équilibre. Puis au fil des années, les choses ont évolué, c'est-à-dire qu'on s'est attaché à avoir des diplômes complets. Au départ, on avait souvent, c'était première année, deuxième année. Par exemple, en droit, on a démarré avec la première année, puis la deuxième, puis la licence, ensuite un master. Là, on ouvre une deuxième licence de droit et gestion. Le fleuron aujourd'hui de notre vie universitaire, c'est l'École nationale supérieure de technologie et d'industrie du bois, donc une école d'ingénieurs. Mais là aussi, on a cette école d'ingénieurs qui compte environ 500 étudiants. Et puis au fil des ans, on a pu trouver des investissements, des moyens pour investir, notamment pour accueillir les différents labos de l'université, le CRAN, le LERMAB, l'Institut Jean Labour, deux centres de transfert de technologie, le CRIT autour du bois, le CETELOR autour du textile. Donc petit à petit, on a essayé d'étoffer l'offre et euh, parce que on s'est aussi rendu compte que les étudiants, lorsqu'on formait quelqu'un sur un cursus complet, il avait beaucoup plus de chances on avait beaucoup plus de chances qu'il s'établisse sur le territoire. En effet, le département des Vosges aujourd'hui a des perspectives démographiques qui ne sont pas très bonnes, hein, en baisse assez sensible à l'horizon 2070. Et donc, il est important pour nous que on ait aussi un retour sur toutes ces formations. Et c'est ce qu'on voit. Je citais tout à l'heure le cas de l'ENSTIB. L'ENSTIB, il y a 15 ans, très peu d'ingénieurs sortant de l'ENSTIB s'établissaient sur notre territoire. Ils venaient de la France entière, parfois d'ailleurs, et ils repartaient France entière, voire à l'étranger. Et ça me peinait toujours. Je dis, c'est quand même dommage qu'il n'y en ait pas un certain nombre qui restent.
On a créé les conditions aussi, couveuses d'entreprise, hôtels d'innovation bois, etc. Et aujourd'hui, on a régulièrement, dans chaque promo, on a des jeunes ingénieurs qui sortent, qui créent leur entreprise. On a d'ailleurs des réussites assez extraordinaires sur le territoire de ce point de vue-là. Alors la collectivité met des moyens, je l'ai dit, dans le logement et dans la restauration, et nous accompagnons financièrement aussi les formations. Aujourd'hui, le budget de l'agglo concernant la vie universitaire en fonctionnement, c'est à peu près 1 300 000. Et puis, il peut aller jusqu'à 2 millions en fonction des investissements. Lorsqu'un site comme l'ENSTIB ou l'IUT ont besoin de fonds pour des investissements particuliers ou pour des projets de recherche, ben nous mettons volontiers au pot pour le faire. Alors, je disais que si l'objectif premier était vraiment l'accès aux études supérieures, c'est aussi pour une collectivité accueillir 3000 étudiants, ce qui fait de nous le troisième site universitaire de Lorraine, certes beaucoup plus modeste que Nancy et Metz, mais les étudiants, ça participe très fortement à la vitalité d'un territoire. La présence dans une ville de 3000 jeunes au quotidien, ça donne une certaine dynamique sur le plan culturel, sur le plan sportif, à travers les animations, notamment. Actuellement, nous venons, non, il y a quelques jours, d'accueillir ce qu'on appelle les défis du bois. Ce sont des équipes de 5 étudiants, 2 ingénieurs du bois, 2 archis et un compagnon du devoir qui doivent se lancer dans un projet, un défi de 5 jours et construire, là c'était en l'occurrence des bâtiments, des structures bois qui seraient dans les villes jumelles de la ville d'Épinal. Et ça se passe pratiquement au centre-ville, donc ça participe à une animation. Et puis, il y a les journées étudiantes, etc., classiques. Il y a les retombées économiques aujourd'hui. Si nous assurons le logement pour 200, on doit avoir 200, 250 chambres à mettre à disposition à travers une association de gestion universitaire qui remplace en quelque sorte chez nous le Crous, pour les particuliers, entre 600 et 800 étudiants sont logés chez des particuliers. Donc là aussi, il y a des retombées économiques diverses, avec également les dépenses plus classiques que peuvent faire les étudiants. Alors, on essaye de faire en sorte que ces étudiants aient les meilleures conditions, en tous les cas d'études. Par exemple, là, on est en train d'investir 1,7 million dans la fac de droit. On la reloupe complètement. Elle n'était pas si vieille que ça. Elle avait été inaugurée à l'époque par Borotrache. Ça dit quelque chose à un certain nombre d'entre vous. Là, on l'a refait et puis surtout, on l'agrandit pour pouvoir accueillir une nouvelle licence droit et gestion, d'ailleurs, qui sur Parcoursup s'est avérée comme assez attractive puisqu'on a 900 demandes pour une rentrée qui devrait démarrer, pour 50 places, pour une rentrée qui devrait démarrer au 1er septembre prochain. Donc, vous voyez, la vie universitaire, c'est une composante très importante de la vie au quotidien. Je vais vous donner juste un exemple. Nous avons, comme nous sommes sur une topographie de l'agglo assez accidentée, le déplacement en 2 roues n'est possible que au quotidien qu'avec des vélos assistance électrique. Et nous avons lancé un système de vélos en libre service qui fonctionne très bien. On a près de 600, presque 700 vélos actuellement dans 77 stations. Et aujourd'hui, nous faisons 2000 trajets jour. Ces vélos font 2000 trajets jour. Donc, c'est un vrai succès pour une agglo de notre taille, surtout une agglo rurale comme celle-ci. Eh bien, c'est grâce aux étudiants que ça a démarré très fortement. Ils sont immédiatement emparés de l'outil et on les a vus passer partout. Du coup, la population a suivi. Et donc, ça participe à une véritable dynamique dans une collectivité comme la nôtre, sur un territoire aussi qui est très rural, hein. Je vous ai dit qu'on a 78 communes, mais chez nous, il y a 51 communes de moins de 1000 habitants et 36 de moins de 500. Donc, vous voyez, tout ça, et on arrive à aller
à irriguer comme ça la totalité du territoire. Aujourd'hui, lorsque l'on chiffre le nombre d'étudiants que nous avons pour 100 000 habitants, pour 10 000 habitants, pardon, pour 10 000 habitants, on est à 284, 200 étudiants pour 10 000 habitants à l'intérieur de l'agglomération. Dans le reste du département des Vosges, même si bien sûr les études, les diplômes ou les formations proposées ici sont ouvertes à tous, sur le reste du département des Vosges, on est encore à 82. Donc vous voyez qu'il y a encore un vrai potentiel et il faut continuer à développer ces dynamiques. Voilà, peut-être de façon parfois un peu confuse, mais voilà ce que je voulais dire principalement. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de cette illustration et puis de cette histoire aussi que vous avez racontée sur le développement universitaire sur votre territoire qui se poursuit et que vous soutenez. Vous avez souligné dans votre propos que ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille avec l'université ou les universités de Nancy à l'époque. Ça va un peu mieux avec l'université de Lorraine, même beaucoup mieux d'après ce que j'ai compris. Je serais plus non, ça va très bien. C'est pas un peu mieux, ça va très bien. Ça va très bien. Donc... Oui. Et ça n'a jamais été compliqué, mais il fallait convaincre. Et si vous voulez, c'était pas quelque chose qui paraissait naturel. Alors, à l'époque, on avait constitué ce qu'on appelait le sillon lorrain, dans les années 2000. On avait monté ça, c'était André Rossino qui était à l'initiative, et chaque fois à l'intérieur du sillon lorrain, chaque nouvelle formation, fallait un peu la négocier avec tout le monde. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, il y a vraiment un travail très étroit avec l'université, notamment à travers la conférence territoriale du schéma de déploiement universitaire. On a une véritable écoute et on a surtout des perspectives qui s'offrent à nous et qui sont tout à fait intéressantes. Mais on sent que, si vous voulez, notre philosophie en la matière est pleinement partagée avec l'université. Pardon, je vous ai repris. Non, c'était important, puis ça permet de faire une transition avec l'intervention qui va vous succéder, celle de Stéphane Lémarie, qui est vice-président justement de l'université de Lorraine, en charge entre autres de la stratégie, puisque cette université, qui est une grande université, elle a le statut d'ailleurs de grand établissement. C'est une des premières universités à avoir eu statut après l'université Paris-Dauphine. C'est une université titulaire de l'appel à projet e-site, et comme vous l'avez dit, qui est présente sur de nombreux sites universitaires. Il se trouve que cette université, elle a de la ville de la Vuf, justement, elle est une des seules qui a pris en compte son rôle territorial très important, sur les deux métropoles, bien entendu, mais sur l'ensemble des autres sites. Donc, et qui s'intéresse également à l'impact, puisque c'est le sujet de ce jour. Donc, je vais me tourner vers Stéphane Lémarie, pardon, excusez-moi d'écorcher votre nom, monsieur Lémarie, puisque vous avez, dans le cadre de cette stratégie, lancé une démarche de diagnostics territoriaux. Est-ce que ces diagnostics territoriaux, justement, commencent par évaluer l'impact? Est-ce que c'est un outil de dialogue avec les collectivités? Je crois aussi que vous avez, et ça introduit aussi pas mal notre journée et l'intervention qui suivra, fait un benchmark des différentes études d'impact économique local, puisque ça ne date pas d'hier, depuis déjà une quinzaine d'années, il y a des études d'impact économique local, parfois social, environnemental des universités qui ont pu être élaborées, et je crois que votre université a souhaité regarder justement ce qui se faisait ailleurs avant de lancer sa démarche de diagnostics territoriaux. Bonjour à tous et merci pour votre invitation. Je salue le président Heinrich à distance et je le remercie pour ses propos. Vous m'entendez bien? Très bien, on vous entend. Alors écoutez, pour répondre à votre question, la question de l'impact a pas précédé la réflexion sur l'approche territoriale qu'on a eue. Elle est arrivée peut-être dans un second temps, mais comme on a construit une démarche qui essaie d'être adaptée aux caractéristiques de notre géographie, en parallèle à la méthodologie qu'on a essayé de mettre en place, il y avait nécessairement cette réflexion sur la mesure d'impact de nos campus territoriaux en particulier. Et effectivement, on a une personne qui a commencé à faire ce travail de benchmark
Mais dans ce maelstrom de méthodes, on s'est rendu compte assez vite que rien n'était vraiment pour l'instant adapté aux caractéristiques de nos implantations géographiques. Donc pour le moment, on a mis ça, on l'a en tête, mais on l'a mis entre parenthèses pour dire on avance sur notre méthode, on avance sur les diagnostics, et ensuite on verra comment inclure et choisir, voire peut-être même élaborer nous-mêmes l'outil adapté pour la mesure d'impact. Parce que peut-être ce qu'il faut rappeler, c'est que l'Université de Lorraine, vous l'avez présentée comme effectivement étant une des premières universités à avoir eu le statut de grand établissement, mais c'est pas tout à fait la même histoire que des établissements comme Dauphine ou comme des grands établissements historiques comme le Muséum, des choses comme ça. C'est parce que l'Université de Lorraine a été parmi les premières universités à fusionner, puisque vous êtes un certain nombre ici à avoir parfaitement en tête que les politiques publiques se sont succédées ces 15 dernières années pour inviter les établissements d'enseignement supérieur plutôt à se regrouper. Et effectivement, nous, on l'a fait de manière la plus intégrée qui soit avant 2012, au 1er janvier 2012, même si c'est un processus qui a démarré dès 2008. Et donc, il s'est agi de fusionner 4 établissements antérieurs. Ça n'a pas été une mince affaire, hein, ça a été un long processus qui a permis d'aboutir à cette fusion. Et quand je dis de la manière la plus intégrée qui soit, c'est qu'on a intégré Lorraine INP, c'est-à-dire un réseau d'une dizaine d'écoles d'ingénieurs. Ça s'est jamais reproduit depuis. Et c'est probablement parce que on a eu l'idée et on a obtenu la possibilité de procéder à cette fusion sous le statut de grand établissement qu'on a pu aller jusqu'à ce niveau d'intégration des précédentes entités dans l'Université de Lorraine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, puisque depuis d'autres écoles sont rentrées dans le giron de l'université, effectivement, on se retrouve dans un modèle où on est dans une université, on a quand même 11 écoles d'ingénieurs qui sont des composantes de l'université, au même titre que les IAE ou n'importe quel autre institut ou n'importe quelle autre faculté. Mais pour essayer d'adapter le code de l'éducation à cette spécificité et à d'autres, il a fallu plutôt essayer d'obtenir un statut particulier qui était celui de grand établissement. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que le processus a été quand même long et une fois que ça a été acté, au 1er janvier 2012, on avait un établissement unique qui était l'héritage de 3 universités mancéiennes, dont l'Institut national polytechnique Lorrain et l'Université de Metz, et on héritait en même temps, si vous voulez, de la géographie de chacune de ces 4 universités préexistantes. Donc, ce qui donne cette particularité tout à fait, cette singularité, même on peut dire très forte sur le paysage national, d'avoir une université fusionnée de statut grand établissement, implantée sur 2 métropoles. Ça, j'imagine que vous voyez un petit peu les problématiques que ça peut poser, et je reconnais que ça occupe une partie de mon temps, et sur 13 autres communautés d'agglomération et de communes sur lesquelles l'université avait des implantations. À l'époque, les universités qui préexistaient parlaient d'antennes ou de délocalisation. Donc là, dans la première période, et je prends un peu le temps pour raconter cette histoire parce qu'elle est quand même fondamentale pour voir comment on arrive à se préoccuper maintenant de ces implantations territoriales en changeant complètement de philosophie. La première période post-fusion, ça a été de constituer un établissement unique. Et vraiment qui ait son identité, qui développe sa marque et qui soit reconnu de tous. Fusionner 4 organisations de cette taille et de cette complexité, ça se fait pas tout seul. Donc, on peut dire que peut-être pendant 4 ou 5 ans, autrement dit, le premier mandat du premier président, il a fallu d'abord structurer l'Université de Lorraine. Pendant toute cette phase, rester connecté au sujet qui nous réunit aujourd'hui, la culture qui a été développée, c'était plutôt d'effacer les spécificités territoriales. C'était donc d'avoir que des données globales, de ne pas produire de données localisées. Vraiment, il y a eu une sorte d'effacement des caractéristiques territoriales pour construire un établissement unique auquel tout le monde adhère. Vous voyez un petit peu la difficulté que ça pouvait être. Ensuite, si on remonte au bien fondé des politiques publiques qui encourageaient les établissements d'enseignement supérieur à se regrouper, l'idée c'était quand même de pouvoir capitaliser sur le rayonnement scientifique et la visibilité internationale dans les domaines d'excellence. Donc on va dire que peut-être le deuxième mandat du premier président, ça a été de travailler à capitaliser sur cette fusion une fois acquise pour le rayonnement scientifique et de façon à ce que l'Université de Lorraine soit reconnue à la juste place qui est la sienne de recherche intensive
d'universités de recherche intensive qui excellent dans certains domaines. Et ça a été un travail conséquent jusqu'à décrocher effectivement le label ICIT et la pérennisation de ce label en 2021. Donc, vous voyez que c'est finalement assez récent. Et peut-être que pendant toute cette étape, l'aspect territorial a été passé au second plan. Je le dis comme ça, président Heinrich, même si les choses se sont relativement bien passées avec Épinal, je crois que c'est peut-être un petit peu ce qui a été sous-tendu par les politiques et les priorités politiques des 10 ans. Mais avec l'arrivée de la nouvelle présidente, effectivement, il y a quand même des tensions qui commençaient à monter, des représentations dans certains territoires d'être traitées de manière inégalitaire vis-à-vis d'autres territoires sur lesquels l'université est implantée. Et donc, notre priorité, ça a d'abord été de produire de la donnée territorialisée. C'est-à-dire, on a commencé à entreprendre la démarche inverse à ce qui avait été fait jusque-là, plutôt que de gommer les aspérités, les caractéristiques territoriales pour avoir un ensemble et une masse. On a dit, il faut qu'on s'organise pour produire de la donnée qui donne à voir précisément ce qu'est l'université sur ce territoire vis-à-vis de tel autre territoire. Déjà, ça permettait on va dire, d'apaiser les échanges en disant objectivement, voilà, quelle est la réalité de l'implantation de l'université. Donc là, on a commencé à produire des données et des cahiers thématiques avec nos données de référence, combien d'étudiants, combien de bâtiments, combien de personnel, quelles sont les caractéristiques de ces effectifs, etc. Et puis ensuite, on a systématiquement travaillé nos enquêtes vie étudiante, enquête mobilité, enquête sur nos pratiques de CSTI, par exemple, en disant voilà sur tel territoire ce qu'on fait et précisément comment on peut extraire de ces enquêtes globales les données caractéristiques du territoire. Ça a été le premier travail, organiser les services pour territorialiser les données de l'UL, contrairement peut-être à ce qui avait été fait les années précédentes. Ça n'a pas été une mince affaire, il faut le dire. Avait été posée quand même à la fin de l'année 2021 la conférence universitaire territoriale dont a parlé rapidement le président Heinrich, c'est-à-dire une conférence qui avait vocation à se réunir au moins une fois par an avec tous les acteurs, avec toutes les collectivités sur lesquelles l'université avait des implantations. Et puis, il y a un bureau exécutif de cette conférence qui se réunit 3 fois par an, qui est constitué des plus grosses collectivités, si vous voulez, la région, les 4 départements, les 2 métropoles et le sillon lorrain. Et ça fait notre bureau exécutif. Donc ça veut dire que assez vite, il a fallu s'engager dans une démarche où l'ensemble des acteurs se voient embarqués dans un processus et un changement de philosophie, puisque désormais nous ne parlons plus de délocalisation ni d'antenne. L'idée, c'est de dire on transforme toutes nos implantations en campus avancés et ouverts de l'université sur le territoire. Et le message, c'est bien, même si c'est des composantes de l'université qui sont présentes, c'est potentiellement toute l'université de Lorraine qui est présente sur un territoire. Et donc, à partir de cette implantation, qu'est-ce qu'on peut développer avec les acteurs du territoire comme solution agile et adaptée aux caractéristiques du territoire. Donc la démarche de diagnostic, elle s'est imposée d'elle-même. Il fallait d'abord utiliser le fait qu'on ait travaillé à territorialiser nos données pour les compléter en sollicitant d'autres services, par exemple l'INSEE sur les questions démographiques, l'OREF, l'Observatoire régional, pour aller plus loin sur le volet socio-économique et essayer de construire une démarche où les acteurs du territoire aient un regard partagé et objectif des données caractérisant le territoire en rapport avec les questions qui nous préoccupent, qui vont de l'orientation jusqu'à l'innovation, la vie étudiante, en passant par la formation, la recherche, le transfert et la diffusion de la culture scientifique. Donc voilà un petit peu comment, si vous voulez, on a procédé et effectivement, progressivement, on espère que de cette démarche, on pourra fabriquer ou adapter des outils de mesure d'impact qui correspondront à la particularité de notre organisation. J'espère avoir répondu rapidement sur cette première question, parce qu'il y a effectivement, on connaît effectivement tout un tas de mesures d'impact. On a d'ailleurs des composantes qui déjà utilisent certaines méthodes. On a par exemple le PIL
qui est le pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine, qui, alors je crois que eux, ils utilisent la méthode B6 de la FNEJ. Bon, mais et donc ils ont fait leurs propres mesures d'impact. Mais il nous faut vraiment adapter la chose aux caractéristiques territoriales, parce que la mesure d'impact de l'université dans son ensemble, c'est une chose, mais la mesure territorialisée de l'impact de l'université via les campus territoriaux, c'est encore autre chose. Donc finalement, dans cette démarche-là, on va construire aussi ensemble avec les acteurs la façon de mesurer les choses pour être les plus objectifs possibles quant à ce qu'est la réalité de la présence universitaire sur un territoire. Merci beaucoup, Monsieur Lemarie. Je crois que c'est assez clair. Et en matière d'impact, donc vous êtes à une phase où finalement vous avez déjà pas mal d'outils internes par la territorialisation de votre donnée. Vous avez une idée assez claire aussi des données externes à l'établissement que vous pouvez mobiliser. Vous avez évoqué aussi le fait qu'il y avait un maelstrom d'études qui ont été réalisées sur d'autres territoires par d'autres universités, etc. Vous avez cité notamment celle de la FNEJ. C'est peut-être un peu le constat qu'a fait Yannick Lorty aussi lorsque, pour la première fois, l'idée, il va nous raconter comment c'est venu, mais a émergé de réaliser aussi une étude d'impact global et pas seulement économique de l'université Gustave Eiffel. Rappelons que l'université Gustave Eiffel, c'est aussi une nouvelle université qui a succédé à l'université de Paris-Est-Marne-la-Vallée. Je crois que c'était peut-être ce nom-là. Voilà, donc une jeune université, puis qui également est rentrée dans une logique de fusion avec 2 ou 3 grandes écoles. Donc un nouvel établissement sur un territoire de ville nouvelle. Et donc cette question de l'impact, elle pouvait aussi être importante et intéressante. Et donc, vous-même, vous avez... Si vous me permettez, je pourrais peut-être dire un petit mot de tout ça. Oui, tout à fait. Monsieur Hutt, je vous redonnerai la parole à ce sujet-là. Oui. On va d'abord donner la parole à Yannick Lorty sur... Je pense que ça serait préférable, excusez-moi, peut-être d'aller dans l'autre sens, parce que M. Lorty ira dans les choses plus concrètes. Mais du point de vue global, de l'écosystème, je pense que je vous propose que je vous en dise d'abord quelques mots. Non, mais allez-y, monsieur. Allez-y. Je ne vais pas être très long, je vous promets, je ne vais pas être très long. Pourquoi la démarche, effectivement, vous l'avez engagée, du coup, l'agglomération de Paris-Vallée-la-Marne, et avec quel objectif? Et puis on reviendra après avec monsieur Lorty. Absolument, et quelle est un peu la situation? D'abord, je pense qu'il va échapper à personne qu'on est en région parisienne, donc une situation un peu particulière, puisqu'autant, j'ai pu le voir encore de manière très régulière avec la VUF, autant la question de l'enseignement supérieur dans nos métropoles, nos villes de province est une question essentielle. J'ai presque envie de dire qu'en région parisienne, c'est tellement naturel qu'on est tout ça que finalement les élus s'en préoccupent pas toujours énormément. Avec une histoire particulière qui est la nôtre, des choses qui sont avec l'université de Lorraine, par exemple, vous nous dites 2 métropoles, je pense que Gustave Eiffel est sur plus que 2, puisqu'elle est présente sur Lille, sur Marseille, sur Lyon, sur Nantes. Voilà, donc avec évidemment des campus qui sont plus petits. Mais on est notre territoire, donc Paris-Vallée de la Marne, aujourd'hui après les différentes phases de fusion des agglomérations, c'est 14 communes, 230 000 habitants. Mais au départ, c'est une ville nouvelle. Et au sein de la ville nouvelle, un territoire où on dit l'État dit on va mettre l'université, c'est une des dernières universités qui a été créée, celle de l'UPEM à l'époque. Voilà. Et l'histoire finalement avec les villes peut-être un peu mal commencé, puisqu'une des premières décisions de l'État, ça a été de transformer un bâtiment qui était un bâtiment bulle, donc qui rapportait de la taxe à la collectivité, et de transférer ça à l'université parce que il fallait aider Bulle à régler ses problèmes, et donc l'État a transféré à l'université un bâtiment. Donc on est passé d'une situation où la commune percevait, et puis donc à l'époque toutes les taxes qui allaient bien, à d'un seul coup la commune qui ne percevait plus rien. Et donc on a nous cette contrainte sur un territoire donc qui s'appelle la Cité Descartes, d'une tension entre l'évolution de l'université et la volonté d'avoir du développement économique sur ce territoire. Alors je ne sais pas si c'est des choses que
que vous avez ailleurs. Mais nous, la vraie question, moi, je suis en charge du développement économique et de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est bien de lier un peu les deux. Et peut-être que souvent, pour nos élus, pour un certain nombre de nos élus, peu de reconnaissance de l'importance de l'université, en gros, la plupart de nos jeunes peuvent, via le RER ou les transports en commun rapides, aller n'importe quel établissement d'enseignement supérieur à Paris. Donc pas forcément une bonne notion de ce qu'apportait l'université. Et cette tension, encore une fois, entre développement économique et l'université, avec cette perception que si on laissait faire, l'université allait prendre tout le foncier disponible sur la Cité des Cartes, et qu'en conséquence de quoi, ça voulait dire pas de ressources économiques qui arrivent sur le territoire. Et donc c'était un point très 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 important. Et donc moi j'ai eu la conviction assez vite que les élus n'avaient pas suffisamment conscience de ce qu'apportait l'université dans sa manière générale sur le territoire. C'était peut-être vu pour beaucoup de, même si on donne pas d'argent pour ce qui nous concerne, on n'a pas besoin, c'était peut-être plus vu comme une sorte de centre de coût. Hein, moi, j'entendais les communes qui disaient, en gros, l'université, elle est chez nous. Donc, c'est quoi? Ça veut dire les étudiants qui viennent au CCAS, quoi. Donc, plus un centre de coût un vrai atout, une vraie réalité. Alors que moi, quand je regardais un peu les choses, je me disais finalement, enfin, aujourd'hui, en tout cas, Gustave Eiffel, c'est probablement le premier employeur de Paris-Vallée de la Marne, quand on regarde bien les choses. Donc, certes, notre agglo, elle n'a pas de compétences obligatoires en enseignement supérieur recherche, mais on a quand même mis les ressources pour travailler avec cette université Gustave Eiffel. Donc, pareil, hein, la démarche ici, donc un certain nombre de campus. Et on travaille très, très bien. Notre agglomération, un peu comme disait tout à l'heure Monsieur Henrich, on a nous aussi des relations absolument excellentes avec l'université. Alors avec une différence, nous on donne pas l'argent, hein, c'est-à-dire, enfin, faut donner un peu d'argent sur les manifestations en termes de fonctionnement. Par contre, j'ai pas mémoire que nous ayons intervenu une seule fois sur des investissements. Par contre, comme on est sur une zone ville nouvelle, l'université est sur une zone d'activité, un ZAC, et c'est notre agglomération qui effectivement entretient la ZAC, et c'est un point très très important pour notre président, Monsieur Lollet Felzin, que les conditions d'accueil soient un peu les meilleures. Nous sommes Technopole, nous avons eu donc par Rétis Technopole, territoire French Tech, et donc un des axes pour ce qui nous concerne, c'est effectivement de comment on relie au mieux la question du développement économique et de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, on a un incubateur, etc. Bon, les choses classiques. Mais c'est un point tout à fait important. Et donc, j'avais souhaité, moi, pour convaincre tous les élus autour de l'agglo, qu'on mesure, qu'on travaille à la mesure pour leur montrer que l'université, c'était pas, allez, j'exagère, c'était pas un centre de coût, mais que c'était aussi un centre de profit, parce que comme c'est donc Monsieur Mandon, mon ami Mandon, qui le disait, effectivement, un euro investi sur l'université en rapporte un peu plus sur le territoire. Je ne sais pas si c'est 3 ou 4, mais toujours est-il que ça en rapporte plus. Et donc, c'était important de convaincre. Donc, on a essayé dès le départ, donc il y a quelques années, de se dire, on va mener ce travail à l'époque nous l'agglo, en prenant, un consultant pour faire cela. Puis là, l'université nous a dit, vous êtes gentil de prendre un consultant, mais n'oubliez pas que nous avons aussi beaucoup de compétences en interne. Et donc, et c'est ce que va vous raconter Monsieur Lortis. Et nous, on s'est dit, oui, hein, c'est bien d'aller chercher les consultants, mais on a nos compétences en interne et donc c'est mieux de les utiliser. Alors, des petits liens avec vous, Épinal, on est pas mal sur le bois aussi, hein, puisqu'on est, on est sur le thème de la construction de la ville durable, et ça n'a échappé à personne que les constructions bois sont plutôt en montée. On a le FCBA, hein, le centre qui est donc chez nous. Une grosse différence, hein, je crois, puis j'arrêterai là, c'est qu'on est assez spécifique dans le sens où on n'a pas réuni simplement des centres de formation, hein, Gustave Eiffel, mais aussi donc des structures
qui ne sont pas dans la formation, hein, comme le FC, comment dire, les trucs sur le... Zut, je sais pas si Stéphanie est là, qu'elle me rappelle. Bon, enfin, des établissements qui sont des établissements de recherche et développement, mais qui ne sont pas des établissements d'enseignement supérieur. Tout ça ayant été réuni donc à Gustave Eiffel. Un point, alors pour le moment, qu'on regarde pas. Je regarde ce qui se passe sur mon territoire, donc Paris-Vallée de la Marne. Et comme je le disais tout à l'heure, Gustave Eiffel est présent sur beaucoup de campus en France. Et pour le moment, on n'a pas encore fait ce travail et qui peut-être sera intéressant de voir ce que ça peut apporter aux uns et aux autres, d'avoir différents sites et de pouvoir peut-être mutualiser ou travailler ensemble sur un certain nombre de sujets. Voilà. Et après, je pense que c'est Monsieur D'Ortiz qui pourra lui rentrer dans le dur du travail qui a été fait. Merci beaucoup. Merci Monsieur Eudes pour cette introduction à ce que va nous exposer Yannick Lorty. Je vais lui passer la parole pour qu'il nous expose son travail, qui est un travail aussi de recherche, sur comment mesurer l'impact d'une université sur son territoire. On va ensuite ouvrir la discussion entre nous, avec les personnes qui sont dans la salle, avec les personnes qui sont aussi en présentiel. On a noté déjà des questions sur l'exemple lorrain qui a été exposé, tant par l'élu que par le vice-président de l'université. On va noter là des questions sur l'exemple de Marne-la-Vallée. Et donc la discussion nous permettra de revenir sur ces premiers exposés et d'essayer de mieux comprendre comment appréhender l'impact, comment ça devient un outil de travail entre l'université et le territoire. Et comment sur ces données un peu nouvelles, comment avancer et comment en faire des choses qui sont très concrètes et très opérantes dans le développement de la relation. Donc je passe la parole à Monsieur Lorty. Merci beaucoup. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous présenter un aperçu de l'étude que nous avons réalisée afin de mesurer l'impact, l'empreinte socio-économique de l'université Gustave Eiffel sur ces différents territoires d'implantation. Comme ça a été dit, l'université Gustave Eiffel est née en 2020 de la fusion de 6 établissements. L'université Paris-Est Marne-la-Vallée et l'IFSTAR sont les 2 plus gros établissements, et puis aussi l'école d'architecture de la ville et des territoires, et 3 écoles d'ingénieurs de plus petite taille. Et l'ensemble de ces établissements sont principalement localisés sur la Cité des Cartes, et c'est là où il y a l'ensemble des étudiants, et sur la ville de Champs-sur-Marne, mais également, comme ça a été dit, sur un grand nombre d'autres villes, puisque l'IFSTAR a toujours d'ailleurs un ensemble de localisations partout en France. Alors, pour la petite histoire, ce qui s'est passé, c'est effectivement, moi j'ai été sollicité il y a 1 an par la présidence de l'université pour dire on a une demande de la communauté d'agglomération de Paris-Vallée de la Marne pour mesurer l'empreinte socio-économique de l'université. Et donc, on est en train d'auditionner des consultants pour y parvenir. Et donc, est-ce que tu ne voudrais pas expertiser un peu l'offre des consultants ? C'est comme ça que j'ai mis le doigt dans la prise. Et j'ai porté un regard, disons, nuancé sur l'offre des consultants. Et il m'a été demandé, puisque je semblais aussi compétent que ça pour évaluer une empreinte, pourquoi ne pas le faire moi-même, en fait. Et donc, il se trouve que moi je dirige une fédération de recherche du CNRS qui s'appelle Théorie et évaluation des politiques publiques, qui réunit aujourd'hui 13 laboratoires et 350 enseignants-chercheurs un peu partout en France métropolitaine, également en Outre-mer. Et nous sommes donc un ensemble d'experts, surtout des économistes, très intéressés par la mesure d'impact, toutes choses égales par ailleurs, de l'effet de politique publique et notamment de l'effet d'investissement dans les infrastructures publiques comme le sont les universités. Alors, on a conçu un projet d'évaluation qu'on a appelé In situ, pour investigation socio-économique sur l'impact territorial de l'université. Alors c'est une évaluation d'impact qui est à la fois très classique, je vais vous parler un tout petit peu, c'est le quart d'heure académique, donc un tout petit peu de la littérature nationale et internationale sur l'évaluation de l'empreinte socio-économique des établissements d'enseignement supérieur. Mais en même temps, il y a des originalités dans cette étude, et les originalités vont rentrer en résonance tout à fait avec ce qui a été dit notamment par Stéphane Lemarie auparavant, puisque l'enjeu, c'est pas simplement
seulement d'évaluer, de mesurer l'impact, mais c'est aussi de spatialiser cette empreinte, de savoir, et avec une échelle territoriale très fine, une échelle spatiale très fine, qui profite le plus de la présence de l'université et comment se diffuse en fait l'empreinte dans l'espace. Et donc on produit en fait à la fois des constats classiques convenus et des constats originaux avec cette étude. Alors je dois dire que l'étude a été réalisée avec un comité de pilotage qui a été constitué à la fois des membres de la présidence de l'université Gustave Eiffel et dont le président est Gilles Roussel. Et je vois qu'il a inauguré les entretiens de saut, donc je fais une petite salutation amicale. Et également Stéphanie Ursulé qui est parmi nous et qui a contribué donc au pilotage de cette étude. Et ce qui est intéressant, c'est que véritablement c'est un travail collectif parce que alors, contrairement à ce qui a été indiqué par Stéphane Lemarie, on ne s'appuie pas sur des données d'enquête. Il y a deux sources de données statistiques. Hein. Il y a ce qu'on appelle des données d'enquête, où on va réaliser une enquête, souvent par questionnaire, auprès d'un échantillon représentatif d'une population particulière. Et donc, on invente des questions pour recueillir des observations. Et puis, il y a l'autre grande famille de sources de données, ce qu'on appelle les données de gestion, ou les sources administratives. On parle aussi de big data, en fait. Et en fait, l'étude qu'on a réalisée ne mobilise que des données de gestion, que des sources administratives et que des sources internes à l'université. Et en fait, le message sous-jacent que je voudrais faire passer aujourd'hui, c'est que les établissements d'enseignement supérieur ont fait des progrès considérables en matière de systèmes d'information, comme à peu près d'ailleurs toutes les organisations dans tous les domaines, établissements publics ou privés. Et on dispose à l'intérieur des universités de gisements de données absolument considérables dans leur capacité pour qui peuvent être mobilisés pour une mesure beaucoup plus fine de l'empreinte socio-économique des établissements que ce qu'on a fait jusqu'ici dans la littérature, qui, disons, pour aller vite, repose sur beaucoup d'hypothèses, et beaucoup d'hypothèses parfois fortes, et très peu d'observations, trop peu d'observations. Et désormais, ce qu'on propose, ce qu'on a réalisé nous, c'est une évaluation avec très peu d'hypothèses et beaucoup d'observations. Et ces observations sont tirées de tous les systèmes d'information internes à l'université. Donc c'est un travail collectif parce qu'on a mobilisé la DRH, la vice-présidence qui s'occupe des formations et de la vie étudiante. On a mobilisé la vice-présidente des partenariats. On a mobilisé l'ensemble à l'intérieur de l'université, tous ceux qui s'occupent de la gestion, qui suivent en fait les statistiques financières et les dépenses de l'université. Et le travail, ça a été de collecter donc des données individuelles très fines et spatialisées à la fois sur la localisation des étudiants lorsqu'ils sont étudiants et lorsqu'ils sont apprentis, des personnels, des dépenses des fournisseurs. Donc les personnels, c'est aussi la localisation des personnels, les dépenses des fournisseurs qui sont localisées aussi à l'établissement. Et donc qu'on peut spatialiser et qu'on peut effectivement cartographier pour voir quelle est l'empreinte socio-économique de l'université. Alors, cette étude s'inscrit donc dans une littérature beaucoup plus vaste qui est d'abord surtout une littérature américaine. En fait. Les travaux sur les empreintes socio-économiques des établissements d'enseignement supérieur commencent en 1971 aux États-Unis avec une étude qu'on peut qualifier de séminale, c'est Caffrey et Isaacs. C'est la première fois qu'on va mesurer l'effet d'une université et la mesure est essentiellement comptable. On va essentiellement regarder le volet dépenses de l'université et on va utiliser des modèles très simples pour les économistes qui sont des multiplicateurs keynésiens locaux avec des hypothèses sur le pourcentage de dépenses qui sont faites par telle ou telle catégorie d'agents localement ou à l'extérieur de la localité. Et donc on a effectivement beaucoup d'hypothèses dès l'origine et donc dans l'étude séminale de Caffrey et Isaacs, on a déjà le vocabulaire qui est commun à toutes les évaluations d'impact, où on distingue l'emploi direct,
l'emploi ou les effets directs, les effets indirects et les effets induits. Les effets induits étant réservés aux effets qu'on simule à l'aide d'un calcul mettant en jeu un multiplicateur du type multiplicateur keynésien local. Et donc, à partir des années 70, on va avoir un grand nombre de travaux aux États-Unis. En 2007, il y a un survol de littérature de Drucker et Goldstein qui identifie déjà 21 études du même type sur des universités américaines. Donc, toutes les universités américaines, il y a Portsmouth, Northwestern, beaucoup d'autres qui vont susciter des études équivalentes, des études de cas, en fait, pour mesurer les effets des universités. Et en France, on va avoir aussi toute une littérature qui va se développer. Donc ça commence en 1999 avec une étude de Maurice Ballet sur Rennes. Et puis après, il y a des études qui vont porter sur Strasbourg, la Côte d'Opale, l'Université Jean Monnet à Saint-Étienne, l'Université de Savoie, l'Université de Lorraine. Et pour la dernière que j'ai pu recenser, une étude de mes collègues Chantreuil, Lebon et Le Restif sur l'Académie de Caen. Et donc toutes ces études forment un ensemble relativement cohérent de travaux qui souvent reprennent le même type de terminologie, le même type d'hypothèse, même s'il y a des écarts dans la terminologie. Et alors le point commun, c'est que toutes ne recensent que les effets du côté des dépenses de l'université, de ses personnels ou de ses étudiants, et pas du tout du côté de l'offre. Enfin, il y a évidemment un impact très important des universités dans leur mission de recherche, à la fois en production de nouvelles connaissances scientifiques, mais aussi en production de nouveaux savoirs techniques, en dépôt de brevets, en normalisation, en appui aux politiques publiques. Donc on peut avoir tout un ensemble d'effets qui ne sont pas considérés par ces études, et c'est leur grande limite. Disons, on ne regarde que le volet dépenses qui peut être spatialisé, et donc le volet demande, si on veut, pour prendre les catégories habituelles des économistes, et très peu le volet offre, qui lui est beaucoup plus difficile à spatialiser. Déjà, mesurer l'impact économique d'un résultat de recherche, c'est très compliqué, mais en plus, spatialiser ce résultat, c'est disons, une mission impossible. Et en fait, c'est un peu le problème du réverbère. On ne sait mesurer et spatialiser que le volet demande, et donc on va dire tout ce qu'on raconte est très réducteur en fait sur l'empreinte des universités, mais c'est ce qu'on fait dans cette littérature. Et puis surtout, donc les multiplicateurs locaux qui sont utilisés. Il a été montré dans différents survols de ce type de littérature qu'ils étaient très hétérogènes. En gros, ça va de 1 à 7. Et la valeur moyenne dans les littératures au moins américaines, c'est plutôt 1,7, donc la valeur de référence. Et c'est une valeur que nous, on a retenue comme étant, disons, raisonnable. Et puis surtout, on va utiliser essentiellement des données d'enquête ou des données locales qui vont être agrégées. Donc c'est des indicateurs locaux, c'est pas des données qui sont individuelles et qui sont géocodées. C'est des indicateurs locaux. Et donc cette littérature fait essentiellement beaucoup d'hypothèses sur les effets de diffusion. On a des schémas pour les effets de diffusion qui sont un peu ad hoc en fait. Et donc on utilise assez peu de données issues d'observations. Et donc ce qu'on a fait nous, c'est que on a sur l'année 2022 donc collecté, fait des extractions dans l'ensemble des applications qui gèrent les dépenses de l'université, qui gèrent le personnel, qui gèrent les étudiants, leurs inscriptions, qui gèrent aussi tous les contrats d'apprentissage. On a travaillé avec les différents CFA qui sont autour de l'université Gustave Eiffel. Et donc l'intérêt de cette étude, je pense, réside dans sa finesse. Pour chacun des grands canaux dans lesquels l'empreinte va être effective, donc les dépenses de l'université, les dépenses de ses personnels et les dépenses des étudiants, qu'ils soient ou non apprentis, on va mobiliser donc des données géolocalisées
à la commune, et ça à différentes échelles spatiales. Donc on va mesurer des effets à la commune, sur la commune de Champs-sur-Marne, mais aussi sur la communauté d'agglomération de Paris-Vallée de la Marne, sur le département de Seine-et-Marne, sur la région Île-de-France, et aussi sur la France entière. Et on va, pour certains indicateurs, notamment les dépenses, regarder ce qui se passe pour chacun des territoires d'implantation de l'université, donc à Nantes, à Lille, à Versailles, à Lyon et à Marseille. Et alors pour les étudiants, par contre, sont essentiellement concentrés sur la Cité Descartes. Donc là, on a moins de difficultés. Mais pour ce qui est des données des fournisseurs et des personnels, l'étude est de portée nationale et toutes les cartographies qu'on a réalisées, tous les tableaux de résultats sont à des niveaux locaux et sur beaucoup de territoires différents. Le premier exercice d'évaluation de ce type qui porte sur un établissement francilien, donc effectivement ça c'est un point intéressant, et donc au-delà du fait qu'on mobilise des données géolocalisées, donc on va apprendre des choses un peu nouvelles sur la structure spatiale de l'empreinte socio-économique des universités. Un autre aspect intéressant, c'est que l'université Gustave Eiffel a une caractéristique singulière, c'est une université qui est très professionnalisée. Et donc là, nos étudiants signent beaucoup plus de contrats d'apprentissage que dans d'autres universités, et on a précisément évalué l'empreinte pour des étudiants apprentis et non apprentis. Et on a fait donc des constats très intéressants sur l'impact de la professionnalisation, disons de l'apprentissage, sur la mesure de l'empreinte socio-économique. Et surtout, les principaux constats qui sont, qui sont nos principaux résultats sont des résultats qui sont robustes aux hypothèses que l'on effectue par exemple, pour le calcul des multiplicateurs. Quelles que soient, en fait, les hypothèses qu'on va prendre pour le calcul des multiplicateurs, nos grands messages, disons, qualitatifs ne vont pas être affectés par ces résultats. Alors, bon, quels sont ces grands messages ? Donc, on a, en fait, essentiellement deux messages principaux. Le premier tient sur la structure spatiale de l'empreinte. En fait, on s'aperçoit que les étudiants sont localisés à proximité de l'université, que les personnels sont localisés à une distribution spatiale plus étendue. Surtout, dans les personnels, on va distinguer les permanents et les contractuels, ou les vacataires. Les vacataires sont encore plus dispersés que ne le sont les permanents. Et pour les étudiants, il y a un effet qui va se jouer avec l'apprentissage. On peut spatialiser les étudiants lorsqu'ils rentrent à l'université, lorsqu'ils sont à l'université et lorsqu'ils sortent de l'université. C'est ce qu'on a fait. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, enfin, on prend la mesure du fait qu'il y a une redistribution spatiale des localisations des étudiants lorsqu'ils quittent l'université. Et en fait, cette redistribution, elle a lieu de façon un peu naturelle. C'est le long du cycle de vie. On habite quelque part, on va changer d'endroit éventuellement pour suivre un enseignement supérieur, et puis après on va changer d'endroit pour effectuer un métier. Et il y a une redistribution spatiale, si bien que les habitants d'une commune, les jeunes, vont être redistribués dans l'espace. Et en fait, ce qu'on met en évidence, c'est que le fait d'avoir localement une université, eh bien, retarde cette redistribution spatiale des étudiants. Ça retarde, et donc ça fait que le territoire va conserver plus longtemps le bénéfice de la dépense associée aux étudiants localement. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il va y avoir une redistribution une fois que les étudiants vont sortir, mais cette redistribution, elle est retardée par le fait de développer, effectivement, de les localiser avec notamment des filières de licence ou de master. Et lorsqu'on professionnalise, ça c'est le deuxième grand constat, on décuple en fait l'impact socio-économique, d'une part parce que les apprentis comptent pour des emplois, on signe des contrats de travail, donc sous le régime de l'alternance, on peut les compter comme étant 50% en emploi, 50% à l'université, en tant qu'étudiant. Et donc, il y a un impact socio-économique sur l'emploi qui est déjà beaucoup plus important pour un étudiant apprenti que pour un étudiant qui ne l'est pas. Et puis, par ailleurs, les apprentis donc, sont rémunérés et ont donc un pouvoir d'achat beaucoup plus important que les étudiants moyens, en général plus d'autonomie, et vont dépenser beaucoup plus. Et donc, il y a un effet très important de l'apprentissage. Nous, dans nos chiffrages, on met en évidence le fait qu'un étudiant apprenti va avoir un impact 10 fois plus important qu'un étudiant qui ne l'est pas.
et donc du point de vue des territoires d'implantation des universités. Donc effectivement, avoir un établissement implanté localement, ça va avoir une forte contribution au territoire. Donc on chiffre au total la contribution de l'université Gustave Eiffel au niveau national à 350 millions d'euros par an, pour un budget de l'université qui est plus proche de 150 millions. Et on chiffre l'impact sur l'emploi à 8300 emplois directs, indirects ou induits, pour une université qui compte effectivement 3000 personnels. Donc on a un effet qui est très augmenté quand on prend en compte, et avec des hypothèses très raisonnables, ces effets d'emploi indirect et induit. Et on a cet effet de diffusion spatiale. Il y a aussi une règle de distance. Les communes qui vont profiter le plus de l'empreinte, c'est évidemment les communes situées à immédiate proximité de l'université. Et plus on s'éloigne de l'université géographiquement, moins l'empreinte va être importante. Et ça, on sait très précisément, avec des données, des sources administratives, localiser ce type d'empreinte. Et encore une fois, il y a un message fort sur l'apprentissage. On a des débats très importants en France sur l'apprentissage. Est-ce que la puissance publique n'a pas été trop loin en matière de soutien de l'apprentissage? Dans ces débats, j'observe que le mécanisme, le relais au travers de l'empreinte socio-économique n'est pas évoqué. Et il faut dire que, attention, du point de vue des collectivités, le fait de développer l'apprentissage dans le supérieur, ça a un impact, ça modifie radicalement la donne en matière d'empreinte socio-économique, de façon à même aller jusqu'à la décupler au niveau individuel de chaque étudiant. Voilà. Je vous remercie. Merci pour la présentation de ces travaux. Donc je retiens, en fait, il y a un effet multiplicateur de 3 à peu près. Voilà, c'est ce que vous, effectivement, vous avez analysé entre le budget, le nombre d'étudiants, le nombre de personnel et l'impact en termes de dépenses ou en termes d'emploi sur un territoire. On va ouvrir du coup la discussion avec l'ensemble des participants. Peut-être une première question et puis après on va faire circuler le micro. Peut-être aussi pour revenir sur la Lorraine. Donc, je ne sais pas comment vous avez avancé aussi ce travail d'évaluation de l'impact dans la contractualisation avec les territoires, dans la définition d'objectifs communs et dans la mesure et le suivi de ces objectifs. Je ne sais pas si Monsieur Lemarie ou Monsieur Heinrich, vous avez avancé aussi sur ces sujets, parce que vous nous avez indiqué que vous avez fait effectivement de chaque campus, j'ai envie de dire, un campus avancé de toute l'université sur son territoire. Vous avez travaillé à des partenariats autour de ces campus. Est-ce que vous avez aussi fixé des indicateurs quantitatifs? Vous suivez ces données de façon quantitative? Je me permets, je vous passer la parole. Je ne sais pas qui veut intervenir, Monsieur Lemarie et Monsieur Heinrich. Oui, je peux répondre. Alors, nous, on est dans une démarche en construction, puisque ça fait 2 ans que la nouvelle équipe est en place et que le périmètre, même stratégie territoriale, a été élaboré. Il n'existait pas auparavant. Et donc, toute cette démarche, elle s'est bâtie là, ces 2 dernières années, et on est en plein process. C'est-à-dire qu'il a fallu d'abord écrire la stratégie territoriale, il a fallu la discuter, la valider avec nos partenaires dans le cadre de la conférence universitaire territoriale, et il a fallu penser une méthode de déploiement, de déclinaison territoriale de cette stratégie. Là, on a opté pour une formule qui est le schéma de déploiement universitaire territorial. En gros, vous allez me dire encore un schéma, on ajoute un schéma, mais c'est effectivement pour les villes qui ne sont pas les 2 métropoles. C'est un peu la proposition qu'on a fait. Vous avez le schéma régional enseignement supérieur, recherche et innovation. Chaque métropole a son schéma métropolitain d'enseignement supérieur de recherche et d'innovation. Et comme l'université a la géographie finalement la plus grande et la plus englobante, on s'est proposé de déclencher une dynamique pour tendre vers un schéma local enseignement supérieur, recherche et innovation, pour lequel l'université s'est proposé de tenir la plume, en gros. Bon. Et donc, l'idée, c'est de dire, ces schémas, on phase, puisqu'on a 13 communautés d'agglomération et de communes dans lesquelles on compte faire des schémas de type SDUT, donc schéma de déploiement universitaire territorial. Cette année 2024, on est sur 4, dont Épinal, et donc on procède en 2 temps, une période, en 3 temps, on va dire précisément, parce que avec les partenaires territoriaux, dont nos composantes, il a fallu élaborer
d'abord la liste des partenaires pertinents à mettre autour de la table et qui ont à voir avec des questions liées à l'orientation, la formation, la recherche, l'innovation, la vie étudiante, etc. Et de manière induite, toutes les questions d'impact qui peuvent être touchées quelque part avec les questions d'impact. Donc, ça veut dire lister l'ensemble des personnes et des partenaires pertinents à mettre autour de la table, fixer le périmètre, parce qu'il faut voir aussi quelle est la zone d'attractivité géographique, quelles sont la réalité des bassins de vie, des bassins d'emploi, des bassins de formation, etc. Ça a été la première étape. Ensuite, réunir tous ces partenaires pour une phase de diagnostic. Donc là, c'est là qu'on a mobilisé toutes les données et par rapport à ce qui vient d'être dit, effectivement, on a beaucoup travaillé avec les données de l'université, mais considérant assez vite que ça n'était pas suffisant, on est allé aussi chercher des données ailleurs en travaillant en partenariat avec d'autres organismes. Donc là, on a fédéré tous ces gens-là autour du diagnostic pour essayer d'aller vers le partage. Et ensuite, on aura une deuxième phase qui est le projet pour produire ce schéma et cette feuille de route. Donc, si vous voulez, on a toujours la question de l'impact et de la mesure d'impact en arrière-plan. Mais pour l'instant, on ne sait pas encore précisément quel est le format qu'on va pouvoir adapter qui sera le plus adapté. Là où je voudrais ajouter, parce qu'il ne faut pas être trop long, c'est que par contre, dans le contrat qu'on signe avec l'État, voici. Donc là, on n'est pas encore tout à fait sur la contractualisation avec les partenaires territoriaux. Dans le contrat d'objectifs de moyens de performance qu'on signe avec l'État, on a fait de la stratégie territoriale un axe signature. Et donc là, on s'engage effectivement sur des indicateurs de mesure qui, pour l'essentiel, touchent à l'accès à l'enseignement supérieur et donc qui vont se mesurer au travers du taux de diplomation, des tranches d'âge ou des niveaux de diplôme sur lesquels les étudiants issus des territoires pourront accéder. Et ça reste assez succinct dans le cadre du contrat d'objectifs et de moyens. Par contre, là, c'est là qu'on trouve l'appui logistique nécessaire pour déployer toute notre démarche qui est quand même assez longue et qui mobilise beaucoup d'énergie. Donc, on a cette préoccupation depuis l'origine, mais pour le moment, là, à l'instant où on se parle, on n'est pas encore tout à fait dans comment on établit une liste d'indicateurs de mesure, d'autant que dans cette dynamique, on achoppe directement avec la difficulté qui a été évoquée par le collègue économiste, c'est-à-dire que on voudrait pas focaliser uniquement sur une approche de l'impact en termes de dépenses spatialisées. En gros, on est dans une dynamique et on voudrait intégrer dans cette dynamique tous les aspects, y compris puisqu'on a, si vous voulez, on a une thématique qui est plus sur l'accès à l'enseignement supérieur, on a une thématique sur l'attractivité et le développement économique, et on a une thématique sur la responsabilité sociétale qui englobe tout ce qui est diffusion de la culture scientifique et vie étudiante, service à la vie étudiante. Donc, aller chercher la bonne manière de faire pour mesurer l'impact, ça, on sait que ça va pas être simple, mais il va falloir probablement faire dans la dentelle pour avoir quelque chose qui correspond bien à la dynamique d'un territoire, puisque sur un territoire, on a vraiment, comme Épinal, vraiment, on n'a rien que l'université, a 6 composantes de formation à Épinal, elle a plusieurs laboratoires, donc il y a vraiment énormément de choses, mais sur notre territoire, on va peut-être avoir qu'une composante. Il y a un territoire, par exemple, auquel je pense, on a une ferme, vous voyez, une ferme ou une ferme expérimentale, parce que ça appartient, c'est assez original. Donc là, c'est pas un endroit, si vous voulez, où il y a des formations tous les jours, etc. Il y a d'autres types d'activités. Donc là, il va falloir aussi essayer de voir par les activités qu'on développe en partenariat avec les acteurs autour de cette implantation les bonnes façons de mesurer l'impact de l'université. Voilà. Bon. Merci. Monsieur Heinrich, je ne sais pas si vous voulez compléter. Oui, alors bien sûr, ces chiffres dont on dispose maintenant, que l'université met à nos dispositions, c'est relativement récent. Je pourrais pas le dater, mais ça doit remonter à combien? 2-3 ans à peu près. Sont des données. C'est ça, ce sont des données nouvelles très importantes pour nous. Et nous, on a continué à l'échelle de notre territoire à affiner. Notamment parce que on a aussi, là on avait les chiffres de l'université, mais on a aussi voulu avoir tous les chiffres qui dépendaient du rectorat, mais ça on les a eu par l'université. Et puis il y a les autres établissements d'enseignement supérieur, par exemple l'école supérieure d'art, le pôle des métiers, enfin voilà, les écoles horticoles, les formations plus
professionnelles type celle de l'UIMM, donc de la métallurgie ou des papetiers, etc. On a essayé de compléter les chiffres de l'université et du rectorat pour avoir une vision encore plus précise, notamment sur l'origine des étudiants et aussi ce qu'il va falloir qu'on organise, c'est vraiment le suivi des étudiants une fois qu'ils sont diplômés et qu'ils savoir où ils s'installent, ce qu'ils deviennent, etc. Merci. Alors, il y avait une question de Philippe Laurent et puis ensuite Hervé Willem. Et pour ceux qui sont en distanciel, vous levez la main pour qu'on puisse vous passer la parole. Oui. Parlez fort, ça. Oui, merci. Merci François. Donc, merci pour ces contributions qui sont tout à fait passionnantes. Moi, je voudrais... nous avons la chance d'avoir ici Antoine Latreille, qui est donc le vice-président de l'Université Paris-Saclay, et qui est d'ailleurs présent d'une manière à peu près permanente à nos entretiens, pour représenter cette grande université de Paris-Saclay. Et en effet, d'abord, il y a eu un phénomène un peu analogue à ce qui s'est passé en Lorraine, avec regroupement, enfin des démarches complexes de regroupement pour créer donc l'université Paris-Saclay. Mais je dois dire quand même que ça n'a pas empêché à toutes les étapes que les instances dirigeantes de l'université Paris-Sud, ensuite Paris-Saclay, soient toujours attachées à considérer toutes les implantations territoriales de l'université. Et en région Île-de-France, c'est pas si simple que ça, en réalité. C'est peut-être moins simple que dans les régions. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a eu une préoccupation permanente. Et je pense qu'aujourd'hui, que l'université Paris-Saclay est donc installée avec le renouvellement de la gouvernance récente, après beaucoup de péripéties, mais enfin en tout cas maintenant c'est stabilisé. Je pense qu'il faut repartir en effet vers une prise en considération des implantations territoriales. Et précisément, et c'est peut-être la question que je veux poser à Antoine, est-ce que donc on comprend que ça n'ait pas été fait de manière aussi développée que ce que nous a expliqué M. Lorty, mais est-ce qu'il n'y a pas une idée là aussi pour l'université Paris-Saclay d'aller vers cette mesure de l'impact? Et je dois dire aussi que ce que vient de dire Michel Heinrich est aussi intéressant, parce que dans une ville comme la nôtre, avec au total à peu près 9000 étudiants, mais 14 000 apprenants, c'est-à-dire ça va au-delà en réalité de l'université. Il y a les lycées, les collèges, les écoles. Et nous, dans une ville comme Sceaux, en réalité, la formation sous toutes ses formes, depuis le niveau d'âge le moins élevé jusqu'à l'université, c'est l'activité économique. Moi, on en parle comme ça, nous. C'est l'activité économique de Sceaux. Il y a des villes où c'est autre chose, mais nous, c'est ça. Et c'est un apport de valeur ajoutée à l'ensemble de la société qui est très important. Et on a beaucoup de mal à le faire considérer. Alors, on y arrive parce qu'on tient ce discours depuis des années et des années, et puis que, bon, peu à peu, ça infuse. On y arrive aussi parce que c'est une source de création d'emplois qui est très importante. C'est plus de 1000 emplois dans ce secteur pour une ville de 20 000 habitants, donc c'est tout à fait majeur. Mais voilà, donc ce discours de considérer la formation comme une véritable activité économique qui apporte donc de la valeur ajoutée, et qui est d'ailleurs considérée dans le produit intérieur brut en tant que tel, c'est un discours que nous devons donc continuer à développer. Puis j'étais très intéressé par ce qu'a dit M. Lorty sur l'apprentissage, parce que vous avez raison d'y insister, parce qu'aujourd'hui, après une période où l'apprentissage, y compris pour les étudiants et pour les études supérieures, a été considéré comme une démarche intéressante, positive pour l'ensemble de la société, je dois dire que on a le sentiment que ceci est remis en question, est remis en cause, et nous devons, je pense, argumenter davantage à l'égard du pouvoir national, quel qu'il soit. On ne sait pas. Bon, enfin, en tout cas, on doit argumenter davantage sur l'apport de l'apprentissage, de cette façon, en fait, donc de former les jeunes. Je pense que là, il y a un enjeu très très important.
peut-être Antoine. Antoine, vous souhaitez réagir ou de toute façon vous interviendrez aussi en conclusion donc. Ah bon. Donc il se prépare pour la conclusion. Une question d'Hervé Villem. Alors c'est plutôt une remarque ou observation. En fait, il y a 3 ans, j'ai participé à un groupe de travail qui était demandé par la conférence des grandes écoles, où on devait faire plus ou moins un mode d'emploi pour faire un guide de savoir comment évaluer l'impact territorial de grandes écoles. Et en fait, on a auditionné des experts, en particulier sur le B6. On a auditionné des collectivités territoriales de diverses échelles, le monde socio-économique. Et en fait, chacun avait des critères différents sur l'impact. Et en particulier, si on prend une grande école style le STP chez nous, il y a 750 étudiants diplômés par an. On a du mal à le caser sur un territoire de 22-31 000 habitants. Et effectivement, quand on parlait à Épinal de l'école du Bois, où effectivement maintenant ils arrivent à faire une filière locale. Donc en fait, selon l'échelle de la collectivité, côté collectivité, selon le type de collectivité, si on est une ville d'une grande métropole ou une ville d'équilibre, les impacts ne sont pas les mêmes, les critères d'impact ne sont pas les mêmes. Et puis il y a l'aspect, donc le critère d'impact, il y a aussi l'aspect temporalité. Si on regarde l'impact d'une grande école ou d'un établissement d'enseignement supérieur, si on regarde à l'instant T la création de start-up, ce qu'il faut regarder aussi, c'est à l'échelle de 10 ans, de 20 ans, qu'est-ce que c'est devenu. Donc il y a aussi la temporalité qui intervient. Si on analyse juste sur un temps court, ce qui était intéressant, effectivement, 2022, voir les chiffres, etc., on n'a pas les mêmes sensibilités. Et il y avait aussi autre chose, et là j'ai beaucoup aimé le modèle d'Épinal, on avait auditionné une chercheuse de Grenoble qui regardait l'impact en qualité de vie durable sur un territoire. Et là, l'exemple du vélo assistance vélo libre service, on voit que les étudiants se sont emparés, puis après les habitants, et bien ça, en fait cet impact de qualité de vie, là il est mesurable en nombre de trajets par jour, mais ce sont aussi des indicateurs qui sont difficilement palpables et qui ne sont pas de simples chiffres tirés des recettes dépenses en abrégeant. Donc en fait l'impact, selon la façon, c'est ce qui était en conclusion, c'est selon qui le demande, qui l'analyse. Si c'est l'employeur, il sera intéressé par la source de l'établissement envers ses futurs employés, etc., etc. Donc en fait, il y a ce questionnement-là et une étude, je dirais, extensive et difficile à faire puisque chacun va pointer son intérêt. On voit bien, nous, les chercheurs à l'HCERES, on a des questions à répondre qui n'ont rien à voir avec le monde de tous les jours. Voilà, c'était ma remarque. Merci. Je passe la parole. Présentez-vous. Oui, bonjour à toutes et tous. Bastien Bernola, je suis élu à Poitiers, vice-président Grand Poitiers. Merci pour vos contributions. Peut-être une question et puis une remarque. Une question à Yannick en tant que collègue économiste. Quel jeu de données pourrait être compilé à l'échelle nationale parce que là, tu décris finalement la finesse des données disponibles à l'échelle des établissements il y a plusieurs universitaires qui pourraient faire ce travail-là dans le cadre de leur propre établissement, mais comme il y a des systèmes d'information qui sont aussi organisés à l'échelle nationale avec des données qui sont aspirées, on va dire, par le ministère, par des observatoires, etc. Est-ce qu'on peut avoir l'espoir un jour de généraliser ce genre de démarche et d'analyse à l'échelle nationale ? Et puis peut-être une remarque dans ce qu'on comptabilise en termes d'impact. Alors tu as abordé la question des fournisseurs, me semble-t-il, mais je suis assez sensible au rôle de la commande publique. Quand on parle d'impact au niveau national, l'achat public, donc des collectivités, des établissements d'enseignement supérieur, des CHU, etc., c'est à peu près 10% du PIB, donc c'est voilà, des montants qui sont loin d'être négligeables. Et sur nos territoires, les universités
universités, CHU, etc. sont des gros donneurs d'ordre. Et je crois que de ce point de vue-là, en tant que collectivité, on a aussi une responsabilité pour améliorer leur impact sur le territoire à travers des outils et des investissements partagés. Par exemple, nous à Poitiers, l'université a adhéré à notre centrale d'achat. Donc on a une centrale d'achat portée par Grand Poitiers, ouverte à nos communes, ouverte à des partenaires. Et donc, en adhérant à la centrale d'achat, l'université peut faire travailler des attributaires locaux de nos marchés publics. Donc c'est aussi une façon de créer de l'impact. Et puis, il y a aussi des outils qui ont récemment été développés. Et ça, je ne sais pas s'il y a des expériences éventuellement autour des SPL universitaires. On est accueilli ici dans une ville dirigée par le président de la fédération des EPL, donc je pense que c'est un sujet voilà, qui est partagé en termes d'intérêt, mais on peut aussi, en travaillant des investissements croisés, jouer un petit peu sur l'effet levier de co-investissement, aller chercher la caisse des dépôts, etc., pour que l'université investisse encore davantage et donc soutenir l'impact à travers ces outils-là. Merci. Je vais passer la parole à Monsieur Weber, mais avant peut-être, Monsieur Lorty, une réponse. C'est une toute petite réaction très brève pour dire que, effectivement, donc de mon point de vue, ce qu'on a réalisé sur l'université Gustave Eiffel, donc à la demande de la communauté d'agglomération de Paris-Vallée de la Marne, est très facilement reproductible sur n'importe quel établissement, puisque, encore une fois, on mobilise pour l'essentiel des données de gestion interne. En fait, on va s'appuyer aussi sur quelques données d'enquête pour chiffrer quelques multiplicateurs, mais en fait, essentiellement, c'est des données de gestion interne. Mais c'est vrai qu'on a une difficulté, on a rencontré cette difficulté à l'université Gustave Eiffel, puisqu'on a plusieurs établissements, avec parfois plusieurs systèmes d'information interne. Et par exemple, nous, on a eu des difficultés à recoller les données IFSTAR, on dit XI, et les données UPEM XU à l'intérieur de l'université Gustave Eiffel. Donc les deux grandes composantes, là, les deux grands établissements n'ont pas du tout les mêmes pratiques, les mêmes systèmes d'information, et donc ça pose des tas de difficultés d'ailleurs qui sont toujours, sur lesquelles travaillent beaucoup d'acteurs de notre université encore aujourd'hui. Donc ça, c'est un enjeu, mais néanmoins, s'il s'agit de localiser les personnels, de localiser les étudiants, de localiser les apprentis au lieu de travail, au lieu de résidence, de localiser la dépense, ça, on peut le faire en fait maintenant. Alors on peut le faire au niveau de chaque établissement, mais surtout l'autre nouvelle, c'est que c'est pas si compliqué que ça à réaliser, et donc on peut même le faire de façon régulière, et on peut utiliser ce type d'études désormais à des fins de pilotage en fait. C'est-à-dire qu'on peut faire une investigation de ce type-là, la reproduire peut-être pas d'année en année, mais peut-être par exemple tous les 2 ans, et voir comment évoluent les différentes sources d'empreintes. Alors c'est partiel, mais en tout cas déjà on mesure quelque chose sur le plan et on sait le spatialiser. Et c'est un outil de pilotage aussi, je pense, y compris pour les collectivités, puisque il y a au moins un levier sur lequel on peut agir, on peut imaginer d'agir, c'est celui de la localisation des fournisseurs de l'université. On pourrait souhaiter avoir peut-être plus de préférences locales, par exemple, ou pas. Ce qu'on constate, nous, dans la spatialisation des fournisseurs, c'est qu'elle est polarisée. Il y a à la fois beaucoup de fournisseurs locaux qui sont à l'immédiate proximité de l'établissement principal, et puis il y a des fournisseurs nationaux, disons, et il y a assez peu de fournisseurs dans une périphérie intermédiaire. Et cette distribution, elle est particulière aux dépenses de l'université. On ne la trouve pas ni pour les étudiants, ni pour les personnels, ni pour les apprentis. Et on peut imaginer effectivement des actions pour modifier cette polarisation, peut-être au profit du local. Alain Weber, Ville de Villejuif. Oui, merci. Donc pour en particulier ceux qui sont à distance, je suis adjoint, on va dire enseignement supérieur, recherche et éducation aussi, mais à la ville de Villejuif, donc une ville de proche banlieue, on va dire une ville de petite couronne parisienne. Et donc je suis extrêmement passionné par ce qui vient d'être dit sur la capacité d'une mesure d'impact, parce que dans une ville comme Villejuif, ça n'est pas spontané d'être très allant dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche au niveau des habitants. Donc il faut un fort volontarisme. Pourquoi ? Parce que y a un fort impact dans la concurrence sur le foncier. Il y a donc un fort impact dans l'impact sur
possibilité ou non de faire du logement. Je vais prendre un exemple. Notre plus gros établissement, c'est en fait une école qui fait aujourd'hui une école d'ingénieurs, d'informaticiens, qui fait aujourd'hui 4500 étudiants, qui vont en faire 6000, donc qui est en forte croissance. Eh bien, accepter qu'elle s'étende, et elle a besoin de s'étendre, et si elle ne s'étend pas à Villejuif, elle s'étendra ailleurs. Donc accepter qu'elle s'étende à Villejuif, c'est autant de logements en moins qu'on fait. Et aujourd'hui, dans la petite couronne parisienne, mes collègues le savent, la bataille, elle est aussi la bataille pour arriver à construire du logement. Donc, dans cette concurrence sur le foncier, il faut un engagement très fort en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche pour pouvoir faire passer auprès des habitants le fait que tel terrain ira effectivement à l'enseignement supérieur, à la recherche. Évidemment, l'impact dans une ville comme Villejuif, il est aussi très fortement impliqué par ce qui se passe autour de Gustave Roussy et donc les centaines de millions que l'État, que les grands laboratoires, Sanofi, ont accepté de mettre, c'est 500 millions, ont accepté de mettre sur un territoire donné. Et c'est là où le rôle de l'université devient très important, c'est que ce pôle Paris-Saclay Cancer Cluster, donc de recherche et de premier développement industriel dans le traitement du cancer, se fait avec l'université Paris-Saclay et se fait avec l'Institut Polytechnique de Paris. Alors on est œcuménique là, sur quand il y a autant un impact aussi important, on se réjouit qu'on puisse avoir à la fois l'université Paris-Saclay et l'Institut Polytechnique de Paris. Mais voilà, c'est quand pour le Paris-Saclay Cancer Cluster, on a besoin de 100 000 m² de bureaux. C'est quand même un impact très fort par rapport à, encore une fois, 3000 logements qui vont se construire autour de cette zone-là. Et donc, forcément, c'est 100 000 m² de laboratoires, de start-up qui vont se développer là. Et donc, on est très intéressé par pouvoir mesurer l'impact que ça va avoir en termes d'emploi et de façon plus générale. Parce que l'un des impacts qu'a la présence des étudiants dans une ville comme Villejuif, où un certain nombre d'étudiants habitent mais n'étudient pas, où un certain nombre d'étudiants étudient mais n'habitent pas, l'un des impacts, c'est de tirer les prix du logement vers le haut par la multiplication des résidences pour étudiants. Et donc le marché du logement est fortement impacté par la quantité de résidences pour étudiants. Et donc là aussi, il faut un engagement, on va dire, politique fort pour pouvoir dire nous avons un intérêt à avoir ces étudiants et à loger ces étudiants sur place dans les meilleures conditions possibles plutôt que quelquefois dans des conditions chez les privés qui sont moyennes, on va dire. Donc dans les meilleures conditions possibles, nous avons un intérêt. Et pour ne pas être trop long, je voudrais également... à ce moment-là, c'est plus intuitif et je ne sais pas si on peut le mesurer. On a un impact d'image qui est très fort. Moi, j'ai été pendant 25 ans en province. Quand on allait à Villejuif, en fait, on allait à Gustave Roussy, avec tout ce que ça peut vouloir dire. Aujourd'hui, notre municipalité, en tout cas, on s'empare, on est fiers d'avoir Gustave Roussy. Mais bien sûr, l'impact en termes d'image est très fort. Quand on a les Frey et que les Frey est partie prenante de l'université Paris-Panthéon Assas, avec donc le petit Panthéon sur le logo. Une difficulté peut-être d'ailleurs pour mesurer l'impact, c'est que donc du coup on a plusieurs universités. Forcément, ça a un impact en termes d'image. Et puis je terminerai là, vous verrez bien ce que je veux dire. Quand on a une résidence pour étudiants de plus de 800 étudiants dans laquelle on a 79 nationalités, on a un impact en termes d'image dont on est très fier. Voilà. Oui, je voulais rebondir sur ce que vient de dire mon collègue de Villejuif à propos des impacts du logement, parce que le logement étudiant, on arrive, on a des outils. Par contre, il y a un autre axe qui est vraiment important sur nos territoires, c'est le logement des enseignants et des chercheurs. Aujourd'hui, le prix de l'immobilier fait que nos chercheurs et nos professeurs ne peuvent plus se loger sur les territoires. On a un problème vraiment à ce niveau-là. Et on recherche, on essaie de trouver des solutions, c'est très très complexe. Et c'est aussi une perte d'identité de nos villes et de nos territoires. Donc je crois que c'est une question majeure aujourd'hui. Je voulais juste dire ça. Et sur la prise de conscience des habitants, c'est vrai, une année, nous avons collé des affiches à Sceaux pour accueillir les étudiants et les gens étaient très étonnés de voir
le nombre d'étudiants qui demeuraient sur le territoire. Donc c'est vraiment aussi un travail quotidien pour la prise de conscience des habitants de cette richesse. Merci. Moi, j'avais une question par rapport à ce qui a été dit sur finalement l'abondance de données et de données au sein même des systèmes de gestion des établissements d'enseignement supérieur. Et donc la possibilité de travailler dessus, de les spatialiser. Et j'avais quand même un petit étonnement parce que nous, à la VUF, on a été confrontés à une difficulté d'évaluer un sujet sur lequel on travaille depuis 3 ans, qui est la santé des étudiants. Alors, justement, les données, elles sont pour partie dans les établissements, mais elles sont pour partie dans les caisses primaires d'assurance maladie. Et on ne peut pas croiser. La loi informatique et liberté nous interdit de croiser. Donc, du coup, vous dites on a tellement de données que finalement, on n'a presque plus besoin de faire d'enquête. Ben, nous, là, en revanche, sur ce sujet, pour avoir une observation territorialisée de la santé de nos étudiants, on n'a pas pu faire autrement que travailler sur les enquêtes à cause de cette impossibilité de croisement. Alors, est-ce que c'est une impossibilité ad vitam aeternam ou est-ce qu'à votre avis, on pourra quand même, à l'avenir, arriver à faire des croisements permettant justement de rapprocher les différents systèmes d'information ? Comme vous le savez, il y a données, il y a des données plus ou moins sensibles, il y a le RGPD, il y a aussi les données, il y a le secret statistique, il y a le secret bancaire, le secret industriel, il y a le secret aussi en matière de santé. Et donc les données de santé sont particulièrement des données sensibles en fait. Et donc les données qu'on mobilise pour pouvoir faire ce type d'évaluation, ce ne sont pas du tout des données sensibles. Et ça va être des données qui vont être toutes anonymisées mais géolocalisées. Et c'est suffisant. Dès lors qu'on a une géolocalisation, en fait, on va pouvoir empiler des données, donc faire un appariement, une jointure de différentes sources uniquement à la commune, quoi. Et donc ça pose pas de problème de secret statistique, ça pose pas de problème. Mais je pense qu'évidemment c'est tout à fait différent si vous commencez à mobiliser des données de santé ou des données sur d'autres sujets sensibles qui sont concernés. Même si effectivement le travail est fait par des chercheurs à l'intérieur d'un établissement, c'est un peu différent parce que dans le cadre de nos missions de recherche, on peut utiliser des données qui sont parfois sensibles. Donc si c'est effectivement un travail de recherche, disons finalisé et qui peut déboucher sur une publication, mais qui peut être aussi utile à l'établissement, là il peut y avoir peut-être une rigueur un peu différente des règles un peu différentes dans l'usage des données. Voilà. Merci. Merci. Il y avait M. Lemarie, je crois, qui souhaitait intervenir. Oui, pour répondre à la question de François Rio, et puis ça fait écho un peu aux échanges que vous avez eus. C'est vrai que on a fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, un très gros travail, nous, pour essayer de territorialiser nos données. On a une délégation, d'ailleurs, à l'aide au pilotage et à la qualité, dont c'est le travail, on va dire de collationner l'ensemble des données selon leurs origines et de les territorialiser et de les mobiliser au besoin en fonction des demandes qu'on a. Mais nous, dès le début, on a assez vite compris qu'on pouvait pas, dans la dynamique et l'approche qu'on a décidé de développer avec les territoires, se contenter simplement des données de l'université, puisqu'on veut vraiment embarquer l'ensemble de l'écosystème, faire écosystème, il nous fallait plus. Donc c'est pour ça que j'ai évoqué des partenaires comme l'Observatoire régional pour les données socio-économiques, etc. Mais surtout, on complète avec les enquêtes nécessairement parce que, et en termes d'impact, ça va être très important. C'est pour ça qu'on ne sait pas encore exactement, au bout du compte, comment on mesurera l'impact de notre démarche territoire par territoire. C'est que dans l'enquête, vous avez besoin de l'enquête vie étudiante, par exemple, pour essayer de voir le comportement des étudiants sur un territoire. Est-ce qu'ils résident sur place? Est-ce qu'ils sont navetteurs? S'ils résident sur place, est-ce qu'ils sont chez leurs parents ou est-ce qu'ils sont individus, enfin, ils habitent dans leur logement propre? Ou est-ce qu'ils se restaurent? Quelles activités sportives? Quelles activités culturelles? Leur approche vis-à-vis des éléments liés à la santé, etc. Donc nous, on a 60 000 étudiants. Quand on a fait une enquête vie étudiante, on a eu 10 000 répondants à peu près. Alors après, quand on ramène au territoire, il y a des territoires pour lesquels l'échantillon est suffisamment représentatif pour exprimer quelque chose de fiable et d'autres où c'est moins le cas. Mais on a besoin de compléter avec ces approches-là. Donc là, je pense à la vie étudiante. On a donc des éléments très intéressants pour voir l'effet sur la psychologie et la santé des étudiants, le fait d'être navetteur ou pas. On a une enquête mobilité qui nous renseigne aussi sur la manière dont
les usages qu'ils ont en termes de mobilité. Voilà. Et donc, c'est cet ensemble de choses qui permet vraiment d'avoir un regard le plus complet possible sur ce que ça impacte sur un territoire, le fait d'être implanté pour une université. Et effectivement, si on veut compléter avec le côté socio-économique, moi je suis gestionnaire de formation, alors j'ai toujours tendance à penser à une approche de type socio-économique, ou en gros plutôt c'est-à-dire que si vous demandez au territoire ce que ça lui coûterait si l'université quittait ce territoire, très très vite, les acteurs du territoire sauraient établir une liste d'effets directs, mais aussi beaucoup d'effets indirects. Et ce qui est très important, justement, je crois, dans la mesure d'impact, c'est aussi d'aller chercher tout ce qui est indirect, même si c'est plus difficile à mesurer. Et donc, on essaie d'avoir la combinaison la plus complète possible, mais on n'a pas encore trouvé la solution pour la mesure finale d'impact et le suivi des indicateurs, mais c'est la complexité du sujet. Merci, Monsieur le Maire. Il y a Laurent Candel, Ville de Paris, qui souhaite intervenir. Oui, merci. Une petite information, puisque on a mené une enquête avec notre agence La Pure l'année dernière, et on lui a demandé de regarder l'impact économique de l'enseignement supérieur sur Paris. L'enquête est à disposition auprès de La Pure, et je pourrais l'envoyer et vous l'envoyer si ça vous intéresse. Mais on a démontré quand même dans cette étude que, on a regardé l'impact économique parce que pour nos territoires c'est important, et de montrer aussi que l'enseignement supérieur ce n'est pas qu'un coût, mais comme le disait l'interlocuteur précédent, c'est aussi pour l'économie du territoire très important, mais c'était important de pouvoir le chiffrer, et c'est pour ça qu'on a demandé de mener cette étude. En gros, je vous donne quelques chiffres. À Paris, c'est l'enseignement supérieur, c'est 93 000 emplois générés, retombées de plus de 3,6 milliards d'euros par an. En gros, on a démontré qu'un étudiant, c'était 0,24 emplois induits, et qu'en gros, un emploi direct, c'est 1,6 emplois induits ou indirects dans l'enseignement supérieur. Donc, donc pour vous dire qu'on a... Alors, je vous passe un peu les détails de tout le calcul, ils sont dans l'étude et je pourrais vous la montrer, mais on a en tout cas sur l'aspect économique essayé de travailler sur ces questions sur Paris. Alors je rejoins aussi ce qui a été dit précédemment sur l'aspect qualitatif aussi de l'impact, sur l'aspect culturel, sur l'aspect d'engagement des étudiants aussi dans la vie associative. Voilà, il y a plein de choses que ça va être difficile à mesurer. Mais par exemple, nous, on a une maison des initiatives étudiantes où on peut voir pour le nombre d'associations, des choses comme ça. Donc voilà, c'est effectivement multifactoriel, mais en tout cas sur l'aspect économique, on a essayé d'y travailler, et on peut mettre à disposition cette étude et les hypothèses qu'on a fait dans cette étude aussi. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Merci Laurent. Je ne sais pas s'il y a d'autres demandes d'intervention de la salle ou en distanciel. Et si ce n'est pas le cas, je vais passer la parole à Antoine Latreille, à la fois pour des éléments de réponse et aussi, du coup, pour la conclusion. Antoine Latreille, vice-président de l'Université Paris-Saclay, qui est l'université hôte de nos entretiens de Sceaux. Merci François. Bonjour à toutes et tous. Je vois ma collègue et amie Anne Mantel qui est là, qui est vice-présidente en charge de la vie étudiante. Peut-être que Anne, tu compléteras si j'oublie quelques éléments. Ce que je retiens de ce qui a pu être dit, et que je le place à l'aune de ce que je vis dans le cadre de l'Université Paris-Saclay, je retiens d'abord que la situation de ce que nous vivons en région parisienne est sensiblement différente de ce qui se passe en région. J'ai entendu la question de la redistribution spatiale, effectivement, en région parisienne. On est même dans de l'atomisation spatiale. Les sites, nos étudiants à l'Université Paris-Saclay
C'est 4 départements, 9 sites avec des problématiques qui sont extrêmement différentes. C'est vrai qu'entre ce qui se passe sur le plateau de Moulon, partagé entre Orsay et Gif-sur-Yvette et Saint-Aubin, et ce qui peut se passer à Villejuif autour du Cancer Cluster et de l'Institut Gustave Roussy est sensiblement différent. Ce qui pose d'ailleurs aussi dans nos relations avec les collectivités territoriales les problèmes de reconnaissance. C'est-à-dire que quand on est l'université d'une agglomération, a fortiori d'un département, les relations et notamment les possibilités de financement ou de coopération sont sensiblement plus simples, plus faciles à mettre en œuvre, ce qui peut se comprendre. Donc situation qui est très très différente avec ce nomadisme des étudiants qui s'articulent autour des axes de transport. Donc on va parler sur le logement étudiant, de trouver des solutions le long de l'axe du RER-B qui innerve peu ou prou la plus grande partie de nos sites. Alors, ceci dit, je voudrais mettre en avant trois items. Le premier, c'est autour de la vie étudiante. Donc, monsieur le maire l'a dit, on en est tous conscients ici. C'est fini le temps où on pouvait dire un étudiant, c'est bruyant, c'est pauvre et en plus, ça ne paye pas d'impôts. Donc, on en vient à d'autres types de raisonnements. J'ai été aussi attentif et reconnaissant à ce que M. Alardi cite la situation des personnels et des jeunes chercheurs qu'il faut pouvoir aussi intégrer et loger sur place pour créer cette communauté qui est extrêmement dynamique. La question particulièrement sur nos sites ou nos territoires dans lesquels nous avons une pression foncière qui est colossale, la question du logement étudiant est absolument pas neutre, et je salue ici sur la commune de Sceaux les efforts qui ont été faits, et on connaît la pression foncière sur Sceaux pour ménager des espaces de façon à construire des résidences étudiantes à des tarifs abordables. Et ça, c'est vrai que la concentration d'étudiants peut poser aussi certaines difficultés. Je le vois bien sur le plateau de Moulon. Les négociations avec la ville de Gif-sur-Yvette ne sont pas simples parce qu'effectivement, un grand nombre de logements étudiants et une forme de déséquilibre qui peut être ressenti par les collectivités territoriales et particulièrement les maires au regard du nombre de logements familiaux peut peser sur l'équilibre d'un nouveau quartier en termes d'usage des commerces, en termes de présence l'été. Voilà. Et donc ça, il faut aussi l'entendre et arriver à trouver les bons équilibres. La question, deuxième item, la question du développement économique, alors qui tourne autour évidemment de l'emploi, l'emploi direct ou indirect généré par la présence d'étudiants et de laboratoires de recherche ou de chercheurs sur un territoire. Ça, on en a parlé. J'y avais pas du tout pensé, mais c'est vrai que dans l'achat public, l'attention au circuit court, permettant de faire bénéficier l'écosystème à proximité des dépenses directes réalisées par l'établissement et pas simplement des dépenses réalisées par les étudiants, est un élément important qui serait nécessaire d'analyser ou de pouvoir développer. Mais ce développement économique, au-delà de cet emploi direct ou indirect, va se produire à travers tout ce que véhicule en termes d'innovation l'université. Ça a été évoqué dans un certain nombre de propos. Donc, évidemment, le Cancer Cluster est absolument symptomatique de cette nouvelle volonté de coopérer entreprises, universités, collectivités pour créer des pôles d'attractivité de rayonnement international en termes de recherche, mais l'innovation se fait aussi par de l'accompagnement d'étudiants, par l'existence chez nous d'une SAT, pour faciliter le transfert de technologies, d'incubateurs qui vont pouvoir permettre, et nous sommes très sollicités en ce sens, et là il y a un travail qui est fait de façon très importante, notamment avec la communauté, la CPS, la communauté Paris-Saclay, pour savoir comment ensuite on peut héberger ou répondre aux demandes d'hébergement quand on quitte, quand une start-up ou une jeune pousse ou un projet entrepreneurial va quitter l'incubateur et va commencer à entrer dans des phases de pré-production, par exemple, quand on se situe dans un champ scientifique et technologique, quelles sont nos capacités à les conserver sur le territoire.
Et là, en région parisienne, un certain nombre de collectivités, et la ville de Paris en est une, se bagarrent pour récupérer les meilleurs entrepreneurs et jeunes entrepreneurs avec des conditions d'offres de locaux qui sont parfois difficiles de combattre ou avec lesquels il est difficile de rivaliser. J'ai noté aussi la question de l'apprentissage, qui est aussi en question de proximité avec le territoire et de capacité à innerver aussi les entreprises locales est extrêmement important. Puis le troisième item, je voudrais conclure sur des impacts plus indirects, plus de niveau qualitatif. Alors le niveau qualitatif, ça a été évoqué aussi par certains d'entre vous, c'est la dissémination scientifique, c'est l'essaimage. À l'Université Paris-Saclay, nous avons donc une mission d'initiation et de sensibilisation aux sciences qui accueille tous les jours des élèves du premier degré, des élèves de collège, pour leur expliquer ce qu'est la recherche scientifique, leur donner envie de poursuivre dans des études, puis dans des carrières de scientifiques. Et ça, c'est un impact direct, alors là au niveau même régional et spécifiquement au niveau du département de l'Essonne, avec un très très grand succès. C'est aussi donc des apports liés à la culture et au sport, parce que nous pouvons partager un certain nombre d'équipements ou d'infrastructures donc sportives ou culturelles, qui permet aussi d'accueillir et de mixer les publics au plus grand bénéfice des administrés, donc des habitants et des étudiants. Et je voudrais terminer en vous donnant l'exemple donc sur le plateau de Moulons de ce qui est en train de se passer, puisque l'ouverture est prévue pour le mois de septembre prochain autour de notre futur centre aquatique. L'université avait une piscine à Châtenay-Malabry. Tous les responsables de collectivités territoriales qui sont ici autour de la table savent que la piscine, c'est le caillou dans la chaussure de toutes les communes. C'est absolument épouvantablement coûteux et difficile à entretenir. Et donc nous nous sommes retrouvés dans une situation qui était un peu complexe, puisque si on voulait être objectif, nous n'avions pas les moyens seuls de construire une piscine universitaire. Et d'ailleurs, certains collègues s'en plaignent en disant on veut rivaliser avec Harvard et eux, ils ont une piscine olympique et nous, on est obligé de partager une piscine avec des mamies qui vont faire du vélo aquatique. Bon, bah oui, mais voilà, à un moment, on n'a pas le choix. Et donc, nous avons trouvé un montage. Nous avons trouvé un montage alors, qui ne contente pas tout le monde, mais qui était le seul responsable d'un point de vue économique. C'est que nous avons donc mis à disposition de la ville de Gif-sur-Yvette un foncier universitaire. Nous avons, grâce à l'État, pu financer la quasi-totalité de la construction de la piscine, qui sera une piscine partagée, donc confiée en concession par la ville de Gif à un exploitant privé, avec donc un triple usage à terme, donc une exploitation privée qui va assurer un équilibre, permettre l'équilibre économique de l'installation, un usage pour les scolaires au bénéfice de la ville, et puis un usage, on est à donc 13 800 heures de ligne d'eau au bénéfice de l'université, périmètre élargi pour l'ensemble de ses composantes, avec une contribution aux charges d'exploitation, donc une espèce de subvention d'équilibre versée par l'université, qui demeure acceptable eu égard à notre budget et à l'usage que nous allons faire, ce qui aurait été totalement inenvisageable dans le cadre d'une installation de cette nature que nous aurions eue en propre. Et donc là, je pense qu'on est dans un mode finalement d'impact bénéfique et gagnant-gagnant, de politique gagnant-gagnant autour d'infrastructures sportives, qui est, je pense, remarquable à cet égard. Voilà ce que je... Merci Antoine pour ces propos à la fois de conclusion, mais qui remettent en perspective et qui ouvrent aussi voilà, encore d'autres pistes de travaux. Pour conclure, enfin pour un complément d'Anne-Valérie Montel. Je suis désolée, ça ne se fait pas d'intervenir après la conclusion, mais Antoine m'a gentiment...
Je peux mettre les deux, d'accord. Donc juste pour dire que voilà, nous sommes dans la démarche du schéma directeur vie étudiante, hein, et donc dans ce cadre, nous avons, je fais écho à ce que nous a dit Stéphane Lemarie, interrogé donc les étudiants sur la vie étudiante, et sur 60 000 étudiants, nous avons à peu près 12% de retour, donc nous sommes très contents aussi, puisque ça va permettre de tirer des conclusions sur cette enquête, même si effectivement, suivant les campus, suivant les sites, il y a une inégalité de réponse. Néanmoins, nous pourrons tirer des conclusions. Comme l'a dit Antoine, nous sommes sur 25 villes, hein, c'est pas négligeable du tout. Et donc déjà, on peut dire qu'il y a un impact important de la décohabitation, c'est-à-dire que les étudiants qui sont décohabitants, c'est-à-dire qui ont quitté leurs parents en clair, ont une vie, un engagement sur leur campus beaucoup plus important, et donc ça a un impact sur l'engagement étudiant, un impact aussi sur l'engagement dans la ville de ces étudiants, et pour nous, ça va demander donc d'investir plus ou moins, donc suivant que ces étudiants sont très décohabitants, suivant les campus où on a beaucoup de décohabitants et ceux où on a beaucoup moins de décohabitants. Par ailleurs, ça nous a permis de mettre en évidence une inégalité à laquelle on s'attendait, mais qui est vraiment ressentie par les étudiants, une inégalité suivant leur campus d'accès justement aux services. Donc Antoine a parlé de magnifiques installations sportives sur le plateau, et c'est vrai que pour les étudiants qui sont sur Sceaux, sur Cachan, sur Villejuif, sur le Kremlin-Bicêtre, il n'y a pas du tout ce même accès aux installations sportives. On a également des inégalités d'accès à la restauration, au logement, et donc nous allons devoir maintenant travailler sur ces sujets et vraiment impliquer les étudiants dans ce travail, c'est important. Les territoires, donc j'ai donné vos noms pour dans le cadre du schéma directeur vie étudiante, donc certains d'entre vous vont être contactés, et voilà, c'est important pour nous d'avoir votre retour. Et j'ai entendu dans la bouche de Stéphane Lemarie la notion de campus avancé de l'université sur les territoires, et je crois que c'est vraiment là-dessus qu'il faut avancer. Bon, on l'avait déjà mentionné déjà depuis quelque temps, mais là, je crois que vraiment, c'est vraiment comment on dit, la solution, quoi, la suite. Voilà, merci beaucoup. Merci. Monsieur Giry, puis Monsieur Laurent pour la clôture. Merci. Bonjour à tous. J'ai trouvé effectivement cet échange de ce matin, Monsieur le Président, cher Philippe, encore une fois plus passionnant. Et j'ai trouvé que le sujet de l'impact devait effectivement nous conduire à des réflexions. Et c'est dans ce cadre, avant la conclusion, que je voulais, donc au nom de la conférence de la vallée scientifique de la Bièvre, des projets de territoire de la vallée scientifique de la Bièvre, dire que le 22 novembre à Villejuif, nous tiendrons nos 8e assises, et qu'à cette occasion, avec les élus de la conférence, ce territoire qui comporte 11 villes dans le sud de Paris, à partir de la Porte d'Orléans jusqu'à Antony, et qui est un grand campus urbain, très centré sur le développement de l'université, en passant de Montrouge au Kremlin-Bicêtre, à Cachan, à Villejuif, à Sceaux et à Fontenay. C'est vraiment l'émergence au sud de Paris d'un pôle extrêmement important. Et dans le cadre de la préparation de ces assises, nous avons avec les élus, les acteurs universitaires et les acteurs économiques dont je fais partie, décidé d'organiser ces assises autour de la révélation des projets majeurs qui aujourd'hui donc et à présent désormais structurent ce grand territoire, et autour de 3 thématiques: les mobilités, l'accès au logement, et singulièrement le logement des personnels et des étudiants, et puis de redéfinir ou de définir un partenariat avec notre université importante, qui est celle de Paris-Saclay, puisque c'est vraiment l'université majeure dans ce territoire. Et je trouve que, on parlait au délégué général, à François Le Scheider en aparté,
Je trouve que avant de commencer même à discuter avec Paris-Saclay, pouvoir mesurer l'impact, enfin commencer un peu les travaux que vous avez engagés, je pense qu'on va le faire de façon extrêmement pragmatique. Ça pourrait être de nature à mieux orienter la convention de partenariat qui nécessairement devrait exister entre les villes de ce territoire et l'université de Paris-Saclay. Merci. Oui, merci Dominique. Je voudrais remercier l'ensemble des participants à ces 10e entretiens de Sceaux. Vraiment, merci beaucoup à toutes et à tous. Et vous dire aussi que donc, les comptes rendus des sessions passées sont en ligne sur le site lesentretiensdesceaux.fr. Il y a un site spécifique, donc n'hésitez pas à vous y rendre pour retrouver ce que nous nous sommes dit maintenant depuis fin 2018, parce que les premiers entretiens c'était en décembre 2018, et vous dire aussi que nous préparons donc une première édition des actes des entretiens. Il y aura les 10 premiers qui devraient donc être édités à l'automne. On verra bien de toute façon, parce que aux prochains entretiens, si la parution a eu lieu. Donc tout ça est en cours et une parution à l'automne. Vous dire aussi que les prochains entretiens auront lieu, alors je ne sais plus si c'est le 4 ou c'est le 4 décembre. Le 4 décembre, voilà, sous ce format qui, je pense, convient à tout le monde. Voilà, très belle journée à toutes et à tous et merci de votre présence et de votre participation. Merci.